sommaire de cette édition, le Conseil des ministres adopte un projet de décret portant création de l'Institut supérieur de magistrature et métiers de la justice. Nouakchott abrite les travaux de la 14e session de la conférence des parties à la Convention d'Abidjan pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et côtier de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Sud. La commission mixte mauritano-turque de coopération commerciale, économique et technique tient sa première session à Nouakchott. Objectif: explorer les domaines d'investissement dans le secteur prioritaire. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. Je vous disais dans le titre, le Conseil des ministres s'est réuni ce jour sous la présidence de son Excellence, M. Mohamedou Cheikh El Ghazouani, président de la République. Et ils ont examiné et adopté le projet de décret portant création de l'Institut supérieur de magistrature des métiers de la justice. Ce projet de décret vise à créer un établissement public à caractère administratif dénommé Institut supérieur de la magistrature et métiers de la justice, chargé de la formation initiale et continue des professionnels de la justice tels que les juges et les autres professions judiciaires, notamment les greffiers, les avocats, les notaires et les huissiers de justice. Ce projet s'appuie sur les résultats des états généraux de la justice tels que le gouvernement s'est engagé à appliquer à travers sa déclaration de politique générale et en application de la décision prise par la Commission supérieure pour la réforme et le développement de la justice lors de sa réunion tenue le 19 mai 2025. La création de cet institut vise également à doter le ministère de la Justice d'une structure spécialisée en matière de formation professionnelle dans le domaine judiciaire, tenant compte des évolutions législatives, des pratiques contemporaines et de la déontologie des professions juridiques et judiciaires, contribuant ainsi à l'émergence d'un capital humain qualifié capable d'améliorer l'efficacité et la performance du système judiciaire. Le Conseil a également adopté le projet de loi suivant, projet de décret portant nomination du président, des membres du conseil d'administration du centre d'accueil de la réinsertion sociale des enfants en conflit avec la loi. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national des Awqaf. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de la Société nationale pour le développement des infrastructures numériques. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de la Société mauritanienne de sucre et dérivés. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain en Nouakchott Sud, Moukata Delmina, au profit de la Société mauritanienne des produits pétroliers MDP Oil. Cette concession est accordée conformément aux dispositions du décret numéro 2010-080 du 31 mars 2010, abrogeant et remplaçant le décret numéro 2000-089 du 17 juillet 2000, pris en application de l'ordonnance numéro 83-127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale. Dans le cadre de ce projet, la société souhaite construire un centre d'enfûtage de gaz butane ainsi qu'un site de stockage de produits pétroliers dans le respect des normes de sécurité environnementale en vigueur. Ce projet s'inscrit pleinement dans les objectifs stratégiques du gouvernement visant à promouvoir l'industrialisation. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain dans la wilaya du Trarza, Moukata de Kermesen, au profit des Moulins de l'Est SA. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain dans la wilaya du Trarza, Moukata de Kermesen, au profit de la société Inmiya Khairat. Ces concessions sont accordées au profit de ces deux sociétés conformément aux dispositions du décret numéro 2010-080 du 31 mars 2010, abrogeant et remplaçant le décret numéro 2000-089 du 17 juillet 2000, pris en application de l'ordonnance numéro 83-127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale. Ces concessions visent à renforcer la sécurité alimentaire et à encourager l'industrialisation dans les zones rurales ainsi qu'à créer des opportunités d'emploi dans les zones à fort potentiel agricole et pastoral. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim a présenté une communication
relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la Promotion, de la Décentralisation et du Développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration a présenté une communication relative à la plateforme numérique AIN dédiée à la réception et au traitement des plaintes et signalements des citoyens. La présente communication propose une analyse synthétique fondée à la fois sur les données issues de la plateforme AIN et sur les contributions des responsables sectoriels chargés du traitement des réclamations au sein des différents départements ministériels. Elle met en lumière le volume de requêtes enregistrées, la diversité de leurs typologies ainsi que leur récurrence, tout en évaluant les niveaux de traitement et les principaux indicateurs de performance administrative. Depuis son lancement en octobre dernier, la plateforme AIN a enregistré un total de 8 801 cas, dont 5 682 plaintes et 3 119 signalements. Ces dossiers ont été traités à un taux global de 96%, ce qui reflète une performance administrative très satisfaisante. Les taux de traitement varient entre 72% et 100%, reflétant une dynamique variable mais généralement positive. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, cabinet du ministre, le conseiller chargé des affaires économiques et commerciales, M. Cheikh Tijani Mohamed El Mokhtar, a été démis de ses fonctions. Ministère délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local, chargé de la décentralisation et du développement local, cabinet du ministre, chargé de mission, Dr Mouna Siam, titulaire d'un doctorat en droit public. Conseillère chargée, Mme Hanna Cheikh Melainin, titulaire d'un master en économie de développement. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bombo Meguet, a reçu aujourd'hui Mme Rokhaya Toy, députée à la Grande Assemblée nationale de Turquie et chef du groupe d'amitié parlementaire turco-mauritanien. L'entretien a porté sur le renforcement des relations de coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine parlementaire, ainsi que sur plusieurs questions d'intérêt commun. L'actualité est marquée par ailleurs ce mercredi à Nouakchott par les assises de la 14e session de la conférence des parties à la Convention d'Abidjan pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et côtier de l'Afrique de l'Ouest, du centre et du Sud. Une session qui se déroule sous le thème « La côte atlantique que nous voulons, renforcer la coopération pour un développement durable de la région côtière » et dont l'ordre du jour comporte plusieurs sujets relatifs à la thématique que nous dit Ed Alifal. Sous le thème « La façade atlantique que nous voulons, renforcer la coopération pour le développement durable de la zone côtière et la résilience des communautés ». C'est ouverte cette session de haut niveau réunissant les représentants de 22 pays signataires de la Convention d'Abidjan aux côtés de plusieurs membres du gouvernement mauritanien. Organisée dans un contexte marqué par une intensification des défis environnementaux et marins, cette rencontre régionale se veut une réponse collective aux enjeux cruciaux qui affectent les littoraux ouest-africains tant sur le plan écologique qu'économique. Dans une allocution d'ouverture, la ministre de l'Environnement et du Développement durable a salué la présence de cette auguste assemblée qu'elle a qualifiée de preuve tangible de l'importance accordée à l'environnement en tant qu'axe fondamental de toute stratégie de développement humain. Elle a exprimé l'espoir de voir cette session aboutir à une vision unie et claire face aux défis environnementaux et de permettre l'échange constructif des différentes approches et expériences. Le secrétaire exécutif de la Convention d'Abidjan a souligné que cette session est une étape cruciale pour faire converger les volontés politiques vers une gouvernance partagée de notre espace maritime. Le secrétariat accompagne aussi et exhorte également les parties contractantes à peser de tout leur poids pour parvenir à un accord lors de la prochaine session du comité intergouvernemental de négociation pour un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique, incluant l'environnement marin. Les appuis et soutiens aux parties contractantes pour ces initiatives que je viens de citer, des initiatives mondiales, visent à harmoniser et coordonner la lutte contre les défis, non seulement au niveau des parties contractantes, mais bien au-delà des zones de la Convention,
pour assurer davantage de sécurité et de résilience. De son côté, la représentante du Programme des Nations Unies pour l'environnement a déclaré que la préservation de la façade atlantique n'est pas seulement une question environnementale, c'est un enjeu de survie pour des millions de personnes. Notre responsabilité, a-t-il dit, collective est de bâtir des stratégies inclusives, durables et ancrées dans les réalités des communautés côtières. En marge de l'ouverture officielle, les participants ont effectué une visite des stands installés pour l'occasion, mettant en valeur les initiatives nationales et régionales en matière de protection des écosystèmes marins et côtiers. Les travaux de la session porteront sur plusieurs thématiques clés liées à la gouvernance maritime, à la gestion durable des ressources halieutiques, l'adaptation au changement climatique ainsi que le rôle des communautés locales dans la résilience environnementale. J'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau le directeur du littoral, des zones humides et des aires protégées, M. Djibril Ly. Bonsoir. Alors, M. Ly, vous êtes également point focal national de la Convention. D'abord, de manière succincte, qu'est-ce que la Convention d'Abidjan? Alors, merci beaucoup de nous avoir donné cette opportunité de parler d'un sujet englobant, assez pertinent et de coopération régionale. Alors, la Convention d'Abidjan, c'est un instrument juridique qui engage 22 États parties, qui va de la Mauritanie, donc du Cap Blanc en Mauritanie au Cap de Bonne-Espérance qui est en Afrique du Sud, sur 14 000 km et qui engage 22 États parties de la côte atlantique, la façade Afrique de l'Ouest jusqu'au centre et au sud. La Convention d'Abidjan a été adoptée en 1981 et ratifiée en 1984. Donc c'est une convention qui a à ce jour 44 ans d'existence, donc c'est une vieille convention. Et elle a comme objectif principal de pouvoir fédérer tous ces pays dans la gestion, la restauration et la protection des écosystèmes marins et côtiers. En termes spécifiques, cette convention vise à prévenir les risques liés aux impacts des activités anthropiques sur les écosystèmes marins et aussi de garantir une meilleure gestion des ressources halieutiques et de ces habitats marins, mais également de promouvoir une coopération scientifique, puisqu'il faut aussi connaître pour pouvoir gérer et préserver, et enfin de développer des outils qui permettraient une meilleure coopération régionale entre les différentes parties. Alors justement, nous savons que cette convention en est aujourd'hui à sa 14e session. Alors pouvez-vous revenir sur c'est-à-dire autrement dit, qu'est-ce que cette convention a déjà réalisé? Alors il faut souligner que cette convention, on est à la 14e session, donc c'est pourquoi on dit COP 14. La Mauritanie est pays hôte. C'est inédit pour notre pays d'accueillir une COP. Ce n'est pas un atelier, c'est une COP. Et une COP qui rassemble 22 États parties. Et donc, mesurer un peu tout l'enjeu le défi qu'a pu relever le gouvernement mauritanien. Et c'est pour moi l'occasion aussi de souligner l'engagement de l'État, en l'occurrence le président de la République, son Excellence M. Cheikh Ghazouani, Cheikh Mohamed Ghazouani, qui a justement dans ses différentes politiques, ces différentes politiques publiques, a permis justement de pouvoir fixer un certain nombre d'orientations stratégiques pour que la Mauritanie puisse se hisser au niveau, en tout cas régional et aussi international. Et cela se manifeste d'abord par son programme précédent qui est Ta'ahoudati, donc mes engagements, et qui a permis de souligner un certain nombre de résultats sur le plan environnemental. Et cet engagement a été en tout cas renforcé par son nouveau programme Mon ambition pour la patrie, dont l'axe éco-durabilité a permis de souligner, pour donner plus de précision sur l'axe 99, qui est celui de la mise en place d'une stratégie de lutte contre les risques liés aux remontées des niveaux de la mer, et l'axe 100 qui fait écho sur la gestion des déchets. Donc tout cela a été matérialisé par la politique publique, justement, mais aussi par les orientations du Premier ministre, M. Mortal Ndiaye, qui a donné des instructions fermes au gouvernement, mais aussi au ministère de l'Environnement pour permettre d'engager un certain nombre d'actions concrètes sur le littoral et sur l'environnement de manière globale. Et donc, cette 14e session a permis, dont l'ouverture a été lancée aujourd'hui,
a permis de rassembler d'abord les 4 ministres sectoriels, donc le ministère de la Défense, le ministère de la Pêche, le ministère du secrétaire général du gouvernement, le ministère du pétrole et de l'énergie et le ministère de l'environnement, plus bien entendu à une participation de haut niveau du PNUE, donc du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Tout ceci veut dire quoi? Veut dire qu'il fallait oser le faire. On peut avoir de l'ambition, certes, mais aussi une ambition qui est matérialisée par le fait d'oser entreprendre un certain nombre de défis. Et cela, c'est à travers aussi l'engagement de son Excellence Madame Messouda Mohamed Laghdaf, ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui a eu cette clairvoyance et a saisi cette opportunité de pouvoir justement accueillir cette COP. Et il faut dire que cette COP est une première en Mauritanie. Et nous avons pu dérouler un certain nombre d'activités pour cette première journée. Cette activité, c'est relativement avec le déroulé du programme de la journée en termes de révision d'un certain nombre d'agendas liés à la gestion des écosystèmes marins et côtiers. Et une autre action qui a été aussi discutée, c'est celui de la ratification des protocoles additionnels à la Convention d'Abidjan, mais aussi sur le traité en haute mer qu'on appelle communément le BBNJ. Donc c'est en fait un certain nombre d'actions qui ont été déroulées tout au long de cette journée et qui a permis une discussion franche, ouverte, mais aussi inclusive. Pourquoi inclusive? Parce qu'on a eu la participation d'observateurs, puisque cette COP ne concerne pas que les États parties, elle concerne également des ONG, elle concerne la société civile, et elle concerne un certain nombre d'organisations qui ont un droit de regard sur ce que nous faisons et pour donner aussi une idée par rapport aux actions que nous menons actuellement. Et cela, parallèlement à cette activité, nous avons pu également organiser ce qu'on appelle une zone verte, c'est-à-dire on a mis en place un hall d'exposition où toutes les institutions qui ont de près ou de loin une activité ou bien des actions sur la mer et le littoral ont été invitées à exposer et à présenter leurs activités tout au long de cette journée, de ces 3 journées. Et je rappelle que c'est du 21 au 23 mai, dont les 2 premières journées sont dédiées au segment d'experts. Donc, durant ces 2 premières journées, les experts vont débattre, vont discuter, vont proposer des amendements par rapport à un certain nombre de propositions d'action. Et ça sera adopté lors du segment ministériel qui est prévu le 23 mai. Et cela permettra de finaliser avec la déclaration de Nouakchott qui pourra entériner les activités de cette COP14. Alors justement, Micheli, étant donné que vous êtes le point focal national, qu'est-ce que les pays tirent comme avantage de cette organisation régionale? Très bien. Alors, soulignons une chose importante. La Mauritanie est l'un des rares pays de l'Afrique de l'Ouest à avoir engagé un certain nombre de réformes et surtout de stratégies et des outils juridiques en lien avec la gestion marin et côtier. L'élaboration du plan directeur d'aménagement du littoral depuis 2005, qui a été actualisé. On cite également l'élaboration d'une loi stratégique concernant les études d'impact environnemental et social, l'élaboration d'abord d'une ordonnance littorale, mais par la suite aussi d'une loi qui va être actualisée sur le littoral, et un certain nombre d'outils et d'instruments qui positionnent la Mauritanie, et je ne le dis pas pour vous donner... je le dis parce que c'est des choses concrètes qu'on a pu réaliser à ce stade et qui a permis de hisser la Mauritanie comme étant un pays exemple par rapport aux instruments et aux actions menant à une meilleure conservation et une gestion durable des écosystèmes marins et côtiers. Et cela aussi positionne la Mauritanie en tant que leader en matière de diplomatie environnementale. Je le dis pour la simple et bonne raison que cette diplomatie environnementale n'a pas de frontières. Faudrait-il encore qu'on prenne acte et on est conscient des enjeux et des politiques que nous devons mettre en place pour une meilleure gestion de nos ressources de manière transnationale et aussi régionale. D'accord. Alors, merci beaucoup, Micheli. Nous rappelons
que nous sommes avec son Excellence, Monsieur le directeur du littoral, des zones humides et des aires protégées, Monsieur Djibrili. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci beaucoup. Alors, nous poursuivons cette édition, notamment autre conclave, celui de la commission mixte. Celui de la commission mixte de coopération commerciale, justement, économique et technique mauritano-turque, qui a tenu sa première réunion aujourd'hui avec la participation des délégations de haut niveau des deux pays. Cette session planchera les opportunités d'investissement dans le secteur de l'économie, de l'énergie et de l'agriculture, de la zootechnique et d'autres domaines portuaires. Écoutons Yedel Fall. La première session de la commission mixte de coopération commerciale, économique et technique entre la Mauritanie et la Turquie s'est ouverte aujourd'hui à Nouakchott, marquant un jalon important dans le développement des relations bilatérales. Des délégations de haut niveau des deux pays prennent part à ces travaux qui ambitionnent d'élargir et d'approfondir les axes de partenariat stratégique entre Nouakchott et Ankara. Président de la délégation mauritanienne, le directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, M. Mohamed El Hanchi Ketab, a salué l'organisation de cette rencontre, la qualifiant de nouvelle avancée vers le renforcement des liens fraternels et économiques entre les deux nations. Il a souligné que cette initiative reflète la volonté commune des présidents Mohamed El Cheikh Al-Qazouani et Recep Tayyip Erdogan d'instaurer une coopération durable et multidimensionnelle. Selon M. Ketab, cette première session jette les bases d'un partenariat élargi dans des secteurs clés tels que le commerce, l'investissement, l'agriculture, l'énergie, l'élevage ou encore l'économie en général. Du côté turc, la chef de la délégation d'experts, Aline Bebekoglu, a salué le niveau actuel des relations bilatérales, exprimant l'espoir que cette session permettra d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, notamment dans des domaines jugés stratégiques pour les deux pays. La rencontre se poursuivra jusqu'à demain, date à laquelle un procès-verbal conjoint viendra formaliser les engagements pris par les deux parties. Nous refermons ce journal par la cérémonie de remise du prix de la regrettée Naha Mint Seidi, rapportée par 4 de nos consoeurs à l'issue du concours de la 3e édition organisée par l'Union des femmes journalistes sur le thème « Les médias et les questions de la femme ». Ces prix, selon les initiatrices, visent à stimuler la culture de l'excellence et du professionnalisme dans le milieu journalistique, ainsi qu'à encourager la production Bokar Bailaba. Le prix Naha Mint Sidi vise la promotion de la culture de l'excellence et du professionnalisme journalistique. Autre objectif, encourager la production sous toutes ses formes. Et dans une allocution qu'il a prononcée à cette occasion, au nom du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, le directeur de la communication au ministère, Mohamed Issa Yedali, a souligné que cette activité s'inscrit dans le cadre de la vision globale du président de la République, M. Mohamed El Cheikh Al-Ghazouani, qui place les ressources humaines au centre de ses priorités et accorde une place de choix à la femme mauritanienne en général et aux professionnels des médias en particulier. Il a indiqué que le gouvernement traduit cette vision en réalité à travers des programmes qui renforcent la présence des médias professionnels et accordent à leurs responsables, en particulier aux femmes. Autre allocution, c'est celle faite par la présidente de l'Union des femmes journalistes mauritaniennes, Mme Meima Mohamed Ahmed, qui a déclaré que la 3e édition de ce prix est l'aboutissement d'un parcours de travail acharné et d'accumulation qualitative dans l'appui au contenu médiatique orienté vers le professionnalisme et engagé dans les questions d'autonomisation de la femme. 4 productions médiatiques englobant différents genres journalistiques, écrits et audiovisuels ont été primées. Le premier prix est revenu au bureau de la télévision nationale El Mauritania au Brakna. Le deuxième prix a été attribué à la station régionale de Radio Mauritanie Juste et à la télévision nationale El Mauritania. Le troisième prix est revenu à la télévision El Mourabitoun et au journal Chab. Enfin, le 4e prix a été attribué au journal News El Akhbari. A noter que le prix est devenu une plateforme pour soutenir des performances exceptionnelles qui lient le succès des médias à la responsabilité sociale, éthique, à des visions médiatiques qui élèvent les femmes au rang de leaders et d'actrices du changement. C'est ainsi que prend fin cette édition. À présent, le rappel des titres. Le Conseil des ministres adopte un projet de décret portant création
de l'Institut supérieur de magistrature et métiers de la justice. Nouakchott abrite les travaux de la 14e session de la conférence des parties à la Convention d'Abidjan pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et côtier de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Sud. La commission mixte mauritano-turque de coopération commerciale, économique et technique tient sa première session à Nouakchott. Objectif, explorer les domaines d'investissement dans les secteurs prioritaires. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain à la même heure pour votre JTF. D'ici là, prenez soin de vous.